Salut les terriens. Alors si vous pensiez avoir tout vu, si vous êtes blasé des exploits ou des nouveaux records de SpaceX qui ne cessent de tomber les uns après les autres, attendez un peu de voir le 6e vol du Starship qui ne devrait plus tarder. Et quand je dis ne plus tarder, c'est un euphémisme. Et oui, vous le savez sans doute en tant qu'inspecteur des travaux chevronné que vous êtes, le B13, le digne successeur du B12, qui est le premier booster à avoir été rattrapé par les bras de la tour, est lui aussi désormais dans les starting blocks. Ah, vous avez dit déjà, vous craignez que SpaceX n'aille plus vite que la musique ? Eh ben je comprends, mais laissez-moi vous convaincre du contraire en allant visiter Philippe et Mathias qui nous attendent déjà sur place. Vous êtes prêts ? Allez-y, on décolle pour le Texas. Salut les terriens, merci Quentin, et on commence tranquillement dans un état d'esprit positif, même si cela pourra cependant en énerver plus d'un, et oui, que voulez-vous, le succès des uns fait souvent la jalousie des autres. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, SpaceX c'est quand même le champion poids lourd du nombre de lancements pour une seule et même fusée. Cette semaine donc, l'entreprise annonçait fièrement que le Falcon en était déjà à son 100e vol pour cette année 2024. Elon Musk va pouvoir, une fois de plus, et juste après le succès du 5e vol du Starship, fanfaronner sans que ses pairs n'aient trop à redire. Chris Bergen de NASA Spaceflight, quant à lui, se demande en quelle année nous apprendrons enfin que le Starship en est à son 100e vol. Des pronostics, les terriens ? SpaceX est donc en très bon chemin et nous partage quelques images avec cette caméra embarquée dans la partie cargo de la Falcon, nous faisant ainsi profiter d'une vue imprenable sur une livraison de Starlink. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? Autant de réussite, je comprends que ça puisse faire grincer les dents de certains. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. J'en rajoute aussi une petite couche pour les haineux de tous bords. Sachez que SpaceX ne se contente pas d'exploser les records en diffusant en direct ses exploits, faisant revivre ainsi les plus belles heures de la conquête spatiale américaine. Non, l'entreprise s'occupe aussi accessoirement de rapatrier sain et sauf un équipage d'astronautes à bord de la capsule Dragon qui a passé 232 jours amarré à la station spatiale. SpaceX a fait savoir que c'était la plus longue mission en orbite de la fameuse capsule à ce jour. Alors vous regardez cette vidéo, l'équipage qui a quand même habité l'ISS pendant presque 8 mois, soit depuis mars 2024, devrait être rentré dans ses pénates. Le désamarrage et le retour du Crew Dragon a été reporté à plusieurs reprises en raison de conditions météorologiques défavorables. Mais tout est bien qui finissait bien. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Allez, laissons un peu de côté la fusée Falcon, même si elle restera dans l'histoire comme la toute première à disposer d'un premier étage réutilisable, et revenons à notre Starship qui lui ambitionne carrément de disposer à terme de 2 étages réutilisables, et du côté de Boca Chica, il s'en est passé des choses cette semaine. En effet, sur le site de lancement, un trafic incessant de camions à une allure effrénée, ne laissant que peu de répit aux caméras de la Padway et à Vixie, qui s'occupent chaque semaine de nous monter des petits clips récapitulatifs. Des livraisons d'ergols donc encore et toujours en vue d'un prochain vol, car c'est bien de cela dont il s'agit, le 6e vol approche à grands pas, et il va donc falloir de l'azote liquide, du méthane et de l'oxygène en quantité. Et pour illustrer cela, quelques images valent mieux que de longs discours. Et oui, vous ne rêvez pas, ou alors si, vous rêvez les yeux ouverts. Il s'agit bien du B13, successeur de l'héroïque B12, qui au passage prend quelques congés bien mérités et une révision complète au sein du premier méga-B. Un B13 donc qui s'installe à la table orbitale mercredi dernier, soit 10 jours seulement après le retour par les airs sur le pas de tir de son aîné et après que les ouvriers du pas de tir aient retiré les échafaudages qui couraient sur la circonférence de l'OLM. Alors tout de suite, nous pouvons déjà noter quelques différences entre le B12 et la future star du 6e vol. Par exemple, une forme plus arrondie pour les évents dédiés au RCS. Il semble également que le booster ait obtenu de nouvelles barres de protection, il me semble moins longues et moins larges que celles qui avaient été posées sur le B12 au niveau des points d'accroche destinés aux chopsticks. Pour rappel, afin d'éviter de rayer la carrosserie de l'engin, voire pire, de l'accrocher en pleine manœuvre. C'est donc la première fois qu'un booster s'installe comme si de rien n'était sur le pas de tir, 10 jours seulement après qu'un autre ait décollé du même endroit. Jeudi au petit matin, la plateforme Raptor était enfin abaissée 2 heures avant l'ouverture du créneau dédié au test. Un petit tir statique en vue ? Ah, mais ne soyez pas si blasés les terriens, je sais qu'avec SpaceX, on finit par s'habituer à l'extraordinaire. Mais tout de même, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, et quand je vois ça, je me dis qu'un 6e vol pour le début du mois prochain, ça n'est peut-être pas si irréaliste que cela, non ?
Apprécions au passage le nouveau design des Griffins dont Jack Bayer de NASA Spaceflight a estimé qu'il serait judicieux de mitrailler sous tous les angles et ce n'est pas nous qui lui jetterons la pierre. Des photos qui permettent à la fois d'apprécier la facture de ces petites ailettes grillagées, un aperçu instructif des Griffins en mouvement, essentiel pour rappel à la phase de retour du booster. Tandis que tout le monde se concentre sur le B13, on en oublierait presque que ça se bouscule au portillon. Si vous vous demandez où SpaceX en est sur la construction et l'assemblage du S-34, voici déjà de quoi satisfaire, en tant qu'inspecteur des travaux, votre soif insatiable de nouvelles infos. La partie dédiée au dôme commun de ce futur deuxième étage a fait une très brève sortie de la Star Factory pour aller se nicher immédiatement juste en face, dans le second mégabé, où l'attendent déjà les autres parties de ce vaisseau. À l'intérieur également, le S-33, dont on aperçoit ici quelques images grâce à Maurizio, ce prototype qui est désormais lui aussi prêt, visiblement, installé sur la table tournante qui permet de faire pivoter l'engin sur son axe et donc faciliter grandement les opérations de soudure. Du côté de la gigantesque pouponnière à prototype, dont nous n'avons pas fini de voir sortir des premiers et deuxième étages du Starship, les travaux dédiés à la jonction avec les bureaux de l'entreprise se poursuivent. On aperçoit au passage la pose de nouveaux panneaux vitrés qui restent dans le style de la façade. Une jonction donc qui se fait mais qui progresse très lentement. Oui, je sais, lentement n'est pas un adverbe qu'on utilise souvent avec SpaceX, mais que voulez-vous, il faut bien un début à tout. Il y a sans doute des choses plus urgentes à faire, telles que par exemple, je ne sais pas moi, la préparation d'un 6e vol, qui sait. D'ailleurs, si vous avez des pronostics à ce sujet sur cette date du 6e vol, je serais curieux de vous lire en commentaire. Enfin, ne quittons pas le site de production sans avoir salué au préalable le S-31 qui doit sans doute s'impatienter dans le high bay, mais qui ne devrait plus tarder désormais à sortir du ventre de la bête pour aller rejoindre le pâtir où l'attend déjà son futur compagnon de vol, le B-13. Bon, et quand je dis ne pas tarder, peut-être que non au final. De rares images filtrent de son hangar, mais apparemment, grâce au dernier survol de Maurizio, on peut constater que le S-31 est encore bardé d'échafaudage dans le cadre de la refonte de son bouclier que le S-30 a semble-t-il bien validé pour lui lors du 5e vol. Attendons donc un peu avant de nous emballer, affaire à suivre. On en parlait au tout début de la vidéo, puisque tout semble sourire à l'entreprise, Elon Musk ne boude pas son bonheur et en profite, au gré de quelques posts bien sentis sur X, pour glisser 2 ou 3 infos qui annoncent que le deuxième étage du Starship à terme non seulement va prendre plusieurs mètres supplémentaires en hauteur, mais également verra son diamètre augmenter de façon conséquente dans les 10 prochaines années. Si vous étiez déjà impressionné par le gigantisme de cette fusée, vous voilà servi. Cette annonce est toutefois à prendre avec un peu de recul, comme souvent d'ailleurs. Le diamètre actuel de 9 mètres est déjà très important et suffit à l'actuelle version, ainsi qu'aux 2 prochaines déjà annoncées. Ce diamètre permet de loger actuellement 33 Raptors et bientôt 35 à la base du Heavy Booster. Avec des Raptor V3, la poussée totale au décollage pourra ainsi atteindre la valeur faramineuse de 10 000 tonnes, ce qui permet d'envisager une large gamme de missions d'exploration ou de cargo en orbite basse. Ce diamètre de 9 mètres constitue le standard industriel de ce projet Starship actuellement, car tout est redimensionné en fonction de ce paramètre. Et oui, les stands de transport, les tables de lancement orbital, tous les équipements internes de la Star Factory et des 3 hangars, les stands d'essai sur le site de Massey et j'en passe. Changer ce diamètre obligerait à refondre entièrement l'outil de production, ce qui constituerait un défi énorme à relever, ainsi que bien évidemment augmenter le diamètre du booster en conséquence. Le projet actuel Starship va donc en toute logique rester en diamètre 9 mètres dans ses versions V2 et V3, lesquelles devraient, selon l'espoir clairement affiché du Techno King, permettre une colonisation de Mars. Les 9 mètres correspondent également à un optimal en ce qui concerne les proportions hauteur-diamètre des réservoirs d'ergol pour des volumes de l'ordre de 2500 à 3000 mètres cubes par réservoir. Un diamètre supérieur, disons d'une douzaine de mètres, peut raisonnablement être envisagé, mais guère au-delà en tout cas. En effet, la section transversale du corps de la fusée augmente avec le carré de son diamètre, ce qui fait que nos actuels boosters et leurs 63 mètres carrés de section passeraient à près de 113 mètres carrés, ce qui permettrait d'y loger 70 Raptors. Est-ce bien raisonnable ? Doubler le diamètre et atteindre 18 mètres reviendrait à vouloir construire un véritable supertanker de l'espace, dont la masse sèche serait probablement rédhibitoire. Gardons donc les pieds sur terre, même si SpaceX, il est vrai, a tendance à nous mettre la tête dans les étoiles. Avant de nous rendre sur le site de McGregor pour l'exploit du Raptor, et ça rime, je sais, c'est mon côté poète, partons rapidement sur les flots, naviguer sur le golfe du Mexique où un bateau a été missionné par SpaceX pour aller récupérer la couronne du roi, le B-12.
En effet, la section Hot Staging, que l'on voit distinctement ici être éjectée du booster quelque temps après seulement la séparation du S-30, a chuté jusqu'à faire un plongeon dans le Golfe. Tombé en mer sur le plancher continental, assez peu profond, l'anneau a été fortement déformé par son choc avec la surface de l'eau. Sa vitesse de chute terminale étant probablement de l'ordre de 350 km/h, même si cela ne se voit pas forcément très distinctement sur ces images rapportées par Starship Gazer. Pas d'intérêt là non plus, comme pour le B-11, du point de vue analyste technique. Cela correspond davantage à une volonté de ne rien laisser traîner qui pourrait être récupéré par la concurrence. Et on les comprend. L'éjection de l'anneau Hot Staging, pour rappel, était une manœuvre initialement non prévue. Décidée récemment pour faciliter le retour et le rattrapage des boosters dans les bras de la tour, ce sont toujours 15 tonnes de moins à porter pour cette dernière. Normalement, cet anneau devait disparaître lors du passage à la version B3 du Starship, pour se transformer en une structure tubulaire plus ouverte, fixée au sommet du booster. Ce principe d'éjection en vol pourrait peut-être perdurer si son bénéfice en termes de facilitation du rattrapage était confirmé. Le nouvel anneau de séparation pourrait alors être équipé d'un parachute permettant sa récupération intacte et sa réutilisation éventuelle. Affaire à suivre, mais qu'en pensez-vous les terriens? Pronostic ouvert en commentaire. Allez, on part à présent pour le site de McGregor, observer de plus près un autre corps de SpaceX avec son moteur Raptor dans sa version atmosphérique. Comme le précise Elisa Pryor de NASA Spaceflight, ce fut un après-midi très chargé sur le site dédié au moteur phare du Starship, avec 2 tests menés conséquemment. Un premier tout d'abord, qui a consisté en 5 mises à feu consécutives, suivi d'un autre test, mais cette fois-ci avec un record de 34 mises à feu consécutives en l'espace de 9 minutes. Un sacré record donc, et aucune casse apparemment même après 34 démarrages. Des séquences courtes de 8 secondes en moyenne, suffisantes pour stabiliser les paramètres moteurs. Bon, on est tous d'accord qu'aucun vol ne demandera jamais une succession de plus de 30 marches arrêt, mais cet exploit permet d'en déduire une fiabilité qui permet d'envisager plusieurs vols d'affilée sans aucun besoin de maintenance entre chaque vol. Et c'est bien ce que recherche l'entreprise en priorité. En effet, notez que les 13 moteurs centraux du booster devront s'allumer 3 fois lors d'un vol avec rattrapage, c'est-à-dire lors du décollage, puis lors de la manœuvre de retournement suite à la séparation, et enfin lors de la rentrée atmosphérique, contrairement aux 20 moteurs périphériques qui, eux, ne s'allumeront qu'une seule fois lors du décollage. Pour autant, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un record de la V2 du Raptor, ni de la V3, plutôt celui d'une V2.5, mais à confirmer ultérieurement. En effet, la V3 n'en est peut-être pas encore à ce niveau de mise au point, même s'il est vrai que nous manquons d'infos fiables sur ce sujet actuellement. Bon, de toute façon, l'actuel V2.5 a quand même atteint un niveau de fiabilité qu'aucun autre moteur de fusée n'avait atteint avant lui, et il est de fait la pierre angulaire du succès actuel du programme Starship. N'oublions pas qu'il est d'ailleurs associé au précédent record de durée en marche continue de plus d'1 quart d'heure. On attend donc de voir avec impatience le Raptor Vacuum passer lui aussi à l'action, celui qui est optimisé pour l'espace et qui sera logé avec 2 autres compères sous la jupe du 2e étage, qui sait, peut-être que lui aussi va exploser des records. Concernant le 2e étage du Starship, des missions longues à destination de la Lune ou de Mars solliciteront un plus grand nombre de séquences de marche-arrêt des moteurs et surtout éloignées dans le temps. Dans ce cas précis, un redémarrage après des semaines, voire des mois d'attente, dépendra de beaucoup de paramètres, on en a déjà parlé ici sur le journal de la Starbase, dont la bonne conservation des ergols dans les réservoirs, la possibilité de dérouler une séquence de conditionnement efficacement, et enfin, le vieillissement des différents joints et autres composants sensibles des moteurs et tuyauteries. Vous comprenez donc qu'il est crucial pour SpaceX de tester ce moteur à plusieurs reprises, de le pousser dans ses retranchements au maximum de ce qu'il est capable de faire, puisque les 2 étages du Starship, si toutefois l'entreprise réussit son pari, seront destinés à être réutilisés plusieurs fois en une seule et même journée, et avec seulement quelques heures d'intervalle entre chaque vol. Enfin, pour terminer en beauté ce tour d'inspection, une info de dernière minute qui vaut le détour, puisqu'on retrouve le B13 qui, comme on le pressentait tous, a finalement fait rugir ses 33 Raptors les terriens. Vous vous rendez compte, c'est de la pure folie. SpaceX est inarrêtable, car seulement 2 semaines après le 5e vol, un autre prototype vient s'installer sur le pas de tir et effectuer un tir statique. Je vous laisse apprécier la douce mélodie des moteurs du booster, et pour ceux qui n'ont pas encore fait leur pronostic sur la date du 6e vol, vous pouvez encore faire vos jeux en commentaire.
Et voilà les terriens, un tour d'inspection de plus à votre actif, et vous êtes toujours aussi enthousiaste pour ce programme Starship. Je m'adresse ici aux nouveaux qui découvraient peut-être la chaîne, eh bien merci de vous abonner au Journal de l'Espace, une chaîne de vulgarisation scientifique où on parle également de culture et d'actualité spatiale. Merci d'activer la cloche de notification, et surtout pour tout le monde, merci de faire briller ce pouce en l'air de YouTube pour que l'algorithme continue de recommander nos vidéos. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. À très bientôt les terriens.